Samedi 1er octobre 2022, Benoît Sévrac, romancier toulousain, auteur de littérature noire et policière, adulte et jeunesse, présenté à la librairie Ombre Blanche son dernier ouvrage, intitulé « Le tableau du peintre juif », édité chez la Manufacture des Livres. Bonne écoute. Bonjour, je dis bonjour mesdames, bonjour mesdames et messieurs. Oui, il y a un monsieur là-bas. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus pour passer ce moment en compagnie de Benoît Sévrac et parler de cet excellent roman, le tableau du peintre juif. Alors Benoît, c'est un ami, mais j'ai découvert en ouvrant ce livre qu'il a été comédien, gardien de brebis, restaurateur de monuments funéraires, professeur de judo, photographe dans l'armée de l'air, serveur en Angleterre. Pourquoi ça te fait douter, le professeur de judo? Non, parce que gardien de brebis, ça passe, mais professeur de judo, c'est non, mais suspect. je repense à des plaisanteries que j'étais faites parfois. J'aurais dû faire gaffe quand même. Photographe dans l'armée de l'air, serveur en Angleterre, clarinettiste dans un big band de jazz, puis cofondateur d'une fanfare rock latino jazz. Il est diplômé du Wine and Spirit Education Trust de Londres et formé à la dégustation du vin en Alsace. Il a longtemps été professeur d'anglais, ça je le savais, à l'école vétérinaire de Toulouse. Et il est récipiendaire du diplôme national d'œnologie de Toulouse. Non. C'est pas vrai. Non, Donc oui, non, voilà. C'est comme tous les CV, ils sont pas tous. Non, j'ai enseigné au diplôme national d'œnologie. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Je suis pas œnologue. Hein. D'accord. Mais avec tout ça, il trouve quand même le temps d'écrire. Alors j'ai compté 12 nouvelles et 17 romans. Ouais, je pense. J'ai 16 ou 17, compté ouais. ça. Dont ce dernier livre, l'excellent tableau du peintre juif. Avant de parler de ce roman, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback et qu'on parle de Tuer le fils de ouais, je vois des gens qui hochent la tête. Ce livre est paru en 2020. Il a eu un excellent accueil médiatique et critique. Est-ce que, Benoît, tu vois ce livre un peu comme un tournant dans ta carrière, dans ta biographie, dans ton œuvre? Dans mes ventes, oui. Ça a été un tournant. Ouais. Oui. Mais non, sinon, moi, je vois pas de tournant. Enfin, j'ai l'impression que je construis quelque chose depuis 15 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je suis publié. Donc, tu le rappelais, je crois que je suis à 16 romans ou 17, enfin, peu importe. Je crois que c'est le 17e, tu vois. L'idée, c'est que je construis quelque chose qui a une certaine cohérence, j'espère. Et moi-même, j'apprends mon métier au fur et à mesure, ce qui est normal. Et surtout ce métier-là qui s'enseigne pas, ou maintenant ça s'enseigne, mais de mon temps, entre guillemets, ça s'enseignait pas. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait un peu découvrir par soi-même. Et je suis comme tout le monde aussi, comme vous tous, dans votre vie, vous prenez pas nécessairement des tournants, mais au final, quand vous arrivez à un certain âge, vous n'êtes pas concerné ici, mais quand vous arrivez à un certain âge, vous avez nécessairement évolué depuis vos 20 ans ou même mes 10 ans, c'est le moment où j'ai commencé à écrire. Et évidemment que je ne suis pas le même, je ne suis donc pas le même écrivain, et les bouquins sont donc le reflet de ça, mais sans que ça soit nécessairement un tournant. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, alors on va passer alors tout de suite au tableau du peintre juif. L'histoire en quelques mots, et je vais pas, je vais dire spolier, mais c'est un verbe qu'on va utiliser sans doute, donc on va l'utiliser d'une autre manière. En quelques mots, Stéphane, le narrateur, vient d'hériter d'un tableau, le tableau du peintre juif. Il hérite de son oncle et sa tante. Et lui, quel tableau, quel peintre juif? Il n'a jamais entendu parler ni de ce tableau, ni de ce peintre juif. Et la seule réponse qu'il obtient, c'est le peintre juif que ton grand-père a caché et a aidé pendant la guerre. Stéphane, alors bon, il pourrait vendre ce tableau et ça arrangerait ses affaires, ça arrangerait également son couple, le fameux couple qu'il forme avec Irène. Mais il décide après tout, avant tout, de faire reconnaître son grand-père comme juste parmi les nations, puisqu'il a aidé ce peintre, Élie Trudel, pendant la guerre. S'ensuit une enquête extraordinaire que je ne vais pas bien sûr révéler, mais bon, sachez qu'on va d'Israël en Espagne, de Toulouse, Naussac. On voyage également grâce à la maestria narrative de Benoît entre le passé et le présent, entre la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Moi, c'est un roman qui m'a tenu en haleine
je n'ai pas pu le poser tant que je n'avais pas fini. C'est vraiment un roman que je vous recommande chaudement. Ma première question, elle est vraiment banale. Comment est venue cette histoire ? Et puis je connais la réponse. Ouais, non, il n'y a pas de secret là-dedans. C'est une histoire qui m'est tombée sur le coin de la figure en 2018, lorsque j'ai hérité, entre guillemets. C'est-à-dire que mon oncle et ma tante m'ont dit de venir dans... En gros, ils nous ont donné un tableau qui était le tableau du peintre juif. Non, pas d'Élie Trudel, un peintre juif qui a véritablement existé, évidemment, puisque le tableau existe, Willi Eisenschitz, qui n'est pas mort pendant la guerre, qui s'en est sorti, qui est mort de sa belle mort en 1974 à Paris. Mais moi, j'ai hérité de ce tableau sans avoir jamais entendu parler de cette histoire-là. Et je tombe des nues, et je me dis, bon, je vais venir chercher ce tableau, en me disant, peut-être que ça va être une croûte, je vais hériter d'une croûte, c'est possible, hein, parce que autant le gars, il était peintre comme moi je fais du macramé, quoi. Enfin, je sais pas, et j'en fais pas. Donc peut-être que voilà, ça va être moche, mais tant pis, je ferai plaisir à mon oncle et ma tante, je le prendrai et je le mettrai à la cave, quoi, très certainement. Et j'arrive et le tableau non seulement n'est pas moche, il est pas mal. Et c'est pour moi pas un grand tableau. Enfin, je suis pas tombé amoureux tout de suite de ce tableau, il m'a envoûté beaucoup plus tard. Mais c'est un beau tableau de belle facture. Et puis je fais comme tout le monde aujourd'hui, je google le nom du peintre, Willi Eisenschitz, que je connaissais absolument pas. Et je m'aperçois que c'était un peintre reconnu de l'entre-deux-guerres, qui a été médaille d'or de l'Expo universelle en 1937 à Paris, qui a été acheté par l'État français de son vivant à plusieurs reprises, et qui était ami de tous les peintres de ses contemporains, qui était dans un mouvement comme ça. Et surtout, je vois son œuvre et je découvre plein de belles choses. Et je me dis, de façon assez vénale, s'il faut, il vaut du fric ce tableau, quoi. On va peut-être le revendre, on va voir, quoi. Et j'essaie pas de le faire estimer, parce que je l'ai pas fait estimer, mais de voir s'il est coté ou quoi. Et oui, il est coté, mais non, il vaut pas 100 000 euros, comme je le dis dans le roman, hein, un tableau qui, au bas mot, vaut 100 000 euros. Donc, c'est pas le tournant de ma vie, d'un point de vue purement financier, mais là se mettent en place des mécanismes de romancier tout de suite, parce que je me dis, tiens, ce côté vénal que tu as pu démontrer là, parce que j'étais pas fier de moi, hein, de googler en me disant, j'espère que ça vaut du fric, mais ce côté vénal et autocritique, je me dis, mets-le au service d'une histoire. Imagine un tableau qui vaille 100 000 euros, imagine un gars qui soit un peu dans le creux de la vague au niveau de sa vie, peut-être son couple bat de l'aile, peut-être que il aurait bien besoin de ça pour rebondir, mais que lui se met en tête de faire valoir le statut de juste parmi les nations de ses grands-parents, ce qui n'est pas mon cas, c'est pas du tout ma démarche, hein, à travers ce roman. Mais voilà, et à partir de là, imagine une fiction. Et tout le reste est faux, hein, tout le reste est inventé. En tout cas, le début du roman, c'est ton histoire, c'est exactement ça. 2018, viens chercher, on part en EHPAD, on vit de l'appart, viens prendre ce qui t'intéresse. Comme ça peut nous arriver à tous, quoi. Et moi, je dis à mon âge, j'ai pas besoin d'un trousseau, quoi. Mais par contre, Jules, mon fils, qui était étudiant à Paris à ce moment-là, je lui dis, ça peut l'intéresser, de la vaisselle, des choses comme ça. Et ils me disent, très bien. Je lui dis, je serai à Paris cet été en voiture. Ils me disent, ça tombe bien, si tu es en voiture, viens prendre le tableau. À l'origine, il était pour mes parents, mais je l'ai détourné, quoi, un petit peu. Et je dis, ok, mais quel tableau? Et ils me disent, le tableau du peintre juif, texto. Moi, j'ai entendu le titre déjà, là, le tableau du peintre juif. Il dit, ça sonne bien, ça. Et à partir de là, j'ai eu envie de créer cette histoire. Enfin, c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire. Et mon seul regret, c'est que ils sont morts, ils sont décédés pendant la Covid, dans l'EHPAD dans laquelle ils avaient pris demeure, quoi. C'était pas un bon choix. C'est terrible. Et moi, c'est mon grand regret, c'est qu'ils n'aient pas pu voir le fruit de ce qu'ils avaient semé, quoi. Oui. Alors après, l'enquête, tu le dis, le romancier entend l'histoire, se met au travail. Là, il y a un énorme travail de recherche parce que les précisions historiques, tu me le disais au téléphone il y a quelques jours, quand un écrivain qui tourne autour de ça, qui aborde ce sujet, la thématique des biens juifs spoliés par les nazis, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi par obligation éthique, tu disais. Oui, c'est une période qui m'intéresse depuis très longtemps, oui, et qui me fascine un petit peu, comme toutes ces périodes dans l'histoire de l'humanité où il y a eu alors pour le coup un tournant.
Et peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'était une évolution prévisible, etc. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est des moments, des points de non-retour, des choses qu'on a brisées pour toujours. Et pour moi, 14-18 en fait partie. J'ai écrit là-dessus. Et bien sûr, la Shoah aussi. Donc la documentation, je l'avais quand même déjà depuis pas mal d'années travaillé. Et après, il y a la documentation d'un romancier, elle est sensorielle. C'est-à-dire que c'est pas tellement. Bon, il y a de la recherche documentaire, mais après, il faut aller sur le terrain. Il faut sentir, il faut voir, il faut entendre. Et pour ça, il a fallu que j'aille non pas sur les traces de mon personnage, parce que c'est pas dans ce sens-là que ça s'est passé. Il a fallu que j'emmène mon personnage sur mes traces. Et c'est moi qui ai fait le voyage en Israël, le voyage en Espagne dans les archives militaires, les archives d'administration, le voyage au musée de la résistance et de la déportation ici, à Firmini, dans les Cévennes, j'avais pas besoin parce que ma famille en partie vient de là. Mais il y a eu tout ce travail de terrain et j'y allais en me disant observe tout parce que c'est ce que ton personnage va voir, va traverser et va vivre. Et c'était très très marrant de ne pas écrire, mais de capter tout comme ça en se disant ça va servir, ça va servir, ça va servir. Et le projet était très concret dans ma tête. Donc, en fait, je ne perdais rien. Il n'y avait aucune miette qui ne m'échappait. Et ça a été génial, parce que pour moi, ça a été un voyage de 3 ans. Ça, hein. C'est 2018, il est sorti en 2022, mais on va dire qu'il était prêt en 2021. Il y a eu 3 ans de documentation, voyage, écriture, et tout s'est entremêlé au milieu du Covid. Donc, ça m'a laissé le temps d'écrire ce que je voulais, et puis après d'aller en Espagne, parce qu'il fallait que dans la chronologie, j'aille en Espagne. Enfin, c'était génial. Ça a été un roman qui m'a embarqué. C'est un road movie, en fait, ce roman. Oui. Et moi, j'ai voyagé avec lui. Oui, c'est vraiment un voyage, ce que je disais tout à l'heure. Mais est-ce que, à l'instar du grand-père de Stéphane, ton grand-père a caché Willy Echendzich? Oui, ça oui. Oui, ça c'est vrai. Et tu n'as pas eu cette envie de le faire reconnaître comme... Ah non, mais non, parce que c'est pas enfin, ça ne me regarde pas, c'est pas de mon ressort, c'est mon grand-père qui a fait quelque chose, c'est pas moi. Et tel que je connaissais mon grand-père, je ne sais pas, mes parents sont à la salle, donc je vais peut-être pouvoir parler sous leur contrôle, mais d'après moi, si aujourd'hui mon grand-père et ma grand-mère, hein, parce que tu as retenu mon grand-père, mais moi je parle de mes grands-parents. Dans la vraie vie, si mes grands-parents ne sont pas officiellement justes parmi les nations, c'est que soit Willy Echendzich n'a pas fait la démarche, soit il l'a faite, j'en sais rien ça. Hein, tel que je connais mes grands-parents, je pense qu'ils ont refusé. Mais je sais pas, hein, mais je peux pas. Et donc, de quel droit, moi, j'irais m'approprier une gloriole qui est pas la mienne, quoi. Donc non, je leur laisse ça. Et c'est pas le but. On s'en fiche à la rigueur. Il y a un roman qui est là. Pour moi, c'est presque plus beau qu'un titre de Juste parmi les nations. Je suis d'accord. Mais est-ce que justement, avec Stéphane, tu ne fais pas ce travail par procuration? Tu le fais faire par Stéphane, en fait. Oui, bien sûr. Mais par l'écriture, on fait des tas de choses par procuration. Oui. Moi, je suis pas courageux physiquement dans la vraie vie. J'écris des trucs où mes personnages sont plus courageux que moi. Enfin, je vis des trucs par procuration, bien sûr. Ma vie est d'un calme affligeant par rapport à la vie de mes héros dans les romans. Hein. Professeur de judo, enfin tout ça, quoi. Oui, mais ça, non, mais ça c'est fini. Hein. Tu risques plus rien. Tu peux me chambrer. Non, mais je vais pas te faire grand mal aujourd'hui. Ouais. Non, mais je connais, moi aussi, j'ai bidonné mes CV. Ah, là, tu vas commencer. Parle-moi un petit peu de la narration. Je disais tout à l'heure qu'avec ce livre, on voyage d'un lieu à un autre, du présent au passé, de la première personne à la troisième personne. Il y a comme un puzzle qui se met en route. Raconte-moi un petit peu raconte-nous comment tu as bâti l'histoire. Il y a comme un puzzle qui se met en route. Il y a des mécanismes très polars, en fait. On a longtemps hésité, parce qu'il n'y a pas d'enquête policière, donc c'est pas un polar à proprement parler. C'est une enquête, quand même. Mais il y a une enquête, voilà, au sens quelqu'un enquête sur le passé de son grand-père, mais on est vraiment à la limite de la littérature générale ou la littérature blanche, comme nous on l'appelle. Et avec mes éditeurs, on a vraiment hésité. On s'est posé la question de savoir si on le positionnait en blanche ou en noir. Et non, clairement, il y avait des ressorts qui sont ceux du polar. Et notamment des choses assez faciles, entre guillemets, qui sont des éléments de tension, comme je vous mets d'entrée le héros en prison en Israël.
en garde à vue, en tout cas, en Israël. Et ensuite, ça c'est un grand classique de n'importe quel film, ensuite on a un flashback qui vous raconte comment il est arrivé là. Vous pensez tout le long de la lecture que ça va vous mener à ce point A, ou en tout cas le point B, le point d'arrivée, mais évidemment il y a un twist qui fait que c'était pas le point final. Bon, ça, c'est un des trucs faciles, assez habituels d'auteurs de polar. Il y a ce côté, je cherche un élément, j'ai une déconvenue, je passe à un élément suivant, etc. Ça, c'est l'enquête classique aussi. Et enfin, l'histoire de la narration dans le passé, ça aussi c'est classique, hein, double narration contemporaine, historique. Sauf que là, ça c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que ça, pour le coup, j'en ai pris conscience de la nécessité de faire ça très tard. C'était l'été 2021. Le bouquin était signé chez mon éditeur mes éditeurs m'ont dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Ils m'ont dit c'est dommage, on voit pas le peintre. Et je leur ai dit mais si, il est en filigrane tout le long du roman, vous le devinez. Enfin moi je l'ai en tête ça. Ils m'ont dit ouais mais nous on le lit pas. Toi tu l'as peut-être en tête mais nous on le lit pas et c'est dommage. Et on déteste ça parce que ça veut dire retourner à l'atelier, quoi. Hein, mais malgré tout, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une dimension que j'avais oubliée et que oui, le roman serait beaucoup plus fort si j'écrivais l'aventure du peintre juif qui fuit avec sa femme à travers la France, les Pyrénées, etc. Et là, je l'ai écrite cette histoire-là d'un trait, enfin d'un jet comme ça. Et je l'ai injecté sous forme d'enchâssement comme ça dans le roman. Et c'est venu très naturellement. Et surtout, je me suis rendu compte à quel point les personnages historiques existaient dans ma tête. Donc j'ai eu aucun mal à les décrire, à écrire leur histoire. Même un grand plaisir. Presque ça a été plus joyeux d'écrire ça que d'écrire le récit contemporain. Et ensuite aussi, je vois toute la richesse que ça a amené. Et aujourd'hui, quand je fais des lectures musicales de ce roman, je ne prends que cette partie historique. Et je vois à quel point ça embarque les lecteurs dans une histoire qui est pas représentative du roman, parce que c'est qu'une partie du roman, mais qui tient en soi, quoi. Ça aurait pu faire un roman en soi. Oui, mais justement, tu lui as inventé une biographie, Élie Trudel. Ah, mais bien sûr, mais comme tous les personnages de tous mes romans, enfin de tout. Oui. Ça, je pense que c'est vrai de tous les écrivains. À partir du moment où vous écrivez et vous passez 2 ans avec des héros, ils ont tout. Ils n'ont pas qu'une identité qui se limite à une carte d'identité. Ils ont des parents, ils ont un vélo qui était de telle couleur à tel âge, et ils ont tel malheur d'amour à tel âge, et ils ont passé leur bac en telle année, ils étaient bons en ceci, cela, ils ont tel défaut de langage. Enfin, on invente des vies. Et quand on invente une vie, il faut inventer des voisins, des grands-parents, des frères, des sœurs, des cousins, des copines. Et ça fait des centaines de personnes qu'il faut inventer. Mais Élie Trudel a tout ça, bien sûr. Oui. C'est fascinant. Tous ces éléments-là, tu les consignes dans un cahier, tu les mets au mur. Comment tu fais? Oui, il y a des fiches personnages. Ouais. Et souvent, j'ai besoin de les récapituler, de les mettre devant moi parce que je m'y perds moi-même. Je ne sais plus comment s'appelle le frère de machin. Et je suis obligé d'aller chercher. Et ça, c'est une des choses que traquent les correcteurs quand on en est à la phase de correction. Il est possible que la sœur s'appelle Juliette et puis 100 pages plus loin, elle s'appelle Corinne, quoi. Et ça pose problème quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ça arrive. Hein. Ça ou les chaussures bleues, il a des chaussures bleues, 200 pages plus loin, des chaussures jaunes, quoi. C'est pareil au cinéma quand les acteurs oui, c'est des erreurs de raccord, on appelle prennent un personnage et on imagine imagine tout le background, tout le passé, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer. Mais je ne mets pas tout dans le roman, c'est-à-dire qu'évidemment moi j'en ai besoin pour faire vivre ce personnage, mais après j'en utilise qu'un dixième et puis vous faites tout le reste. D'ailleurs, je suis certain que je suis lecteur comme vous, donc quand vous lisez, vous voyez la personne et quand vous voyez le film adapté du roman, vous dites ah ben non, je le voyais pas comme ça. Mais voilà, c'est parce que c'est ça qui est génial avec l'écriture et la lecture, c'est que chacun amène. Moi, j'amène que 50% du travail. Hein. C'est vous qui faites le reste. Je voudrais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, que tu disais que tu étais passionné passionné par la Shoah parce que c'était un moment irréversible, une espèce de point de non-retour. Tu peux développer un petit peu ça? C'est venu de quoi? C'est venu d'où? Je sais pas, c'est depuis tout petit, j'ai cette empathie
Et je ne sais pas d'où ça vient. Et peut-être parce que je suis empathique. Et voilà, je ne vois pas comment on peut rester imperméable à ça, mais pas que la Shoah. Les injustices, les massacres, les autres génocides, évidemment. Mais il y a aussi... la Shoah, c'est particulier parce que je fais partie d'une génération à qui on a beaucoup, beaucoup parlé de ça. J'ai connu... Il y a un massacre arménien, mais je ne connais pas d'Arméniens qui en soient directement, qui étaient directement touchés. Enfin, il y en a certainement autour de moi, mais je n'en connais pas. Alors que je connais des juifs, j'ai grandi avec des juifs. Enfin, donc ça me touchait, évidemment, il y avait quelque chose. Et puis je connais mon grand-père qui a été résistant, par exemple. C'est quelqu'un que j'ai touché, embrassé. Enfin, j'ai embrassé l'histoire aussi, comme ça. Donc après, c'est pas des prix. Je fais pas de hiérarchie dans le malheur ou dans l'empathie à avoir. C'est juste après des affinités, entre guillemets, parce que c'est quand même pas vraiment le terme, mais des espèces de sensibilités qui sont liées aux circonstances. C'est tout. Si j'étais né ailleurs à un autre moment, j'aurais peut-être développé une autre sensibilité à autre chose, mais voilà. Je te pose la question parce que je me dis, souvent, quand je lis un livre sur la Shoah, je me dis que l'auteur s'est dit, s'il reste une personne sur Terre qui ne sait pas que ceci s'est passé, c'est pour cette personne que je vais l'écrire. J'ai toujours l'impression que l'artiste, qu'il soit écrivain, cinéaste, musicien, fait passer une connaissance qui est nécessaire, qui est essentielle. Ça, c'est peut-être ce que toi tu penses, ou peut-être que ce que... Non, mais c'est peut-être la fonction qu'on donne à l'art. Moi, c'est pas ma conception. Moi, j'écris pour me consoler, moi. Je passe rien, j'ai rien à passer, j'ai pas de message à passer, j'ai pas cette prétention-là. Et d'ailleurs, je suis romancier, c'est tout. Si j'étais journaliste et que je témoignais de quelque chose, là, je ferais un acte grave de mémoire ou d'alerte. Moi, j'ai pas cette prétention, vraiment pas, quoi. Je suis très modeste par rapport à ça. Oui. J'écris sur la question de la Shoah, par exemple, en l'occurrence, pour me consoler moi, mais parce que je suis capable de chialer, évidemment, quand je vois des images ou quand je lis des articles ou quand je lis des témoignages. Donc, je me console moi comme ça, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais tu as été enseignant, donc tu connais ce rôle de passeur, de savoir, de connaissance. Oui. Mais non, mais... Tu n'as pas enseigné que le judo, tu as enseigné l'anglais aussi. J'ai enseigné. Non, mais je sais pas... bon... je suis pas convaincu d'avoir passé grand-chose en tant qu'enseignant. En fait, non, mais je vous le dis franchement. Je pense que j'ai enseigné l'anglais en école vétérinaire. Donc c'est vous dire l'utilité publique de mon activité, quoi. C'est quand même très relatif. J'ai bien fait mon job, hein. Je pense que j'étais apprécié, je pense que je faisais ça très, très sérieusement, je le prenais très sérieux, mais j'ai jamais cru que je faisais quelque chose de très utile. Je vous le dis là, je l'ai souvent dit à ma compagne, je l'ai souvent dit à mes amis, et à la fin... Sur les dernières années, j'acceptais cette idée-là, parce que c'est quand même assez inacceptable, mais je l'acceptais en me disant, mais finalement, le ministère de l'Agriculture, parce qu'une école vétérinaire relève du ministère de l'Agriculture, je n'étais pas à l'EN, moi, le ministère de l'Agriculture est une espèce de mécène pour mon écriture. Et j'ai accepté cette idée de faire quelque chose d'inutile à condition que ça serve à l'écriture. Parce que l'écriture était devenue tellement importante pour moi, mais pas que pour moi. J'en suis arrivé à un point d'orgueil où je pense que ce que j'écris est important. Je vais vous dire, hein, et donc que j'en suis arrivé à me dire, bon, c'est pas grave si l'État français me paye un salaire tous les mois qui me permet de bouffer pour écrire. Et après tout, il y avait des mécènes, hein, autrefois, ça existe encore, les mécènes, et c'était assez répandu. Et bon, maintenant, j'ai coupé le cordon ombilical, je ne suis plus au ministère de l'Agriculture, donc je ne dois plus rien à personne. Je vis de mon écriture, mais finalement, il fallait cette transition pour y arriver. Mais l'enseignement de l'anglais à l'école vétérinaire, bon, franchement... D'accord.
C'est des gens qui, s'ils ont besoin de l'anglais, ils vont aller à l'étranger, ils vont se prendre des cours particuliers, ils vont payer parce qu'ils seront des libéraux. Et moi, je ne sers à rien, en fait. Un institut qui apprend à des gosses à écrire et à lire, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais ils n'ont pas trop le temps d'écrire, hein, parce que l'énergie des gamins, c'est autre chose que l'énergie d'étudiants qui sortent de prépa, quoi. Donc, Revenons aux recherches. Qu'est-ce que tu as éprouvé en faisant ces recherches? Est-ce que tu as découvert beaucoup de choses? Et lesquelles? Et comment t'es-tu senti? Quel sentiment as-tu ressenti lorsque tu as découvert ce que Stéphane... Non, j'ai découvert beaucoup de choses sur les pays que j'ai traversés et sur leur rapport à la documentation, plus que je n'ai découvert d'informations ou de choses nouvelles sur la Shoah ou sur le passage, les réseaux de passeurs dans les Pyrénées ou depuis Toulouse, que je connaissais déjà quand même pas mal, hein, puisque j'étais pas mal renseigné sur la question. Mais ce qui m'a frappé, c'est que je suis arrivé en Israël avec... Enfin, il y a une expression un peu vulgaire, hein, mais avec pas grand-chose, on va dire. Vous voyez l'expression? Oui, on la voit. Ouais. Et un couteau à un moment. Et un couteau à la fin, ouais. Et j'y suis arrivé avec un seul nom, qui était celui de Dorit Rabinian, qui est une écrivaine, peut-être que vous la connaissez. Elle est venue dans le cadre du Marathon des mots il y a quelques années, ici à Toulouse. C'est une très très belle écrivaine, une très belle plume israélienne, une jeune femme qui a eu un succès fulgurant et qui continue là-bas, qui est très très connue, qui a été traduite dans beaucoup de langues et qui a écrit notamment Né sous la même étoile, qui est une belle histoire d'amour entre un jeune palestinien et une jeune israélienne, un amour impossible évidemment et qui finira d'ailleurs mal. Et c'est un très très beau roman et j'ai eu ce nom parce que je fais des interventions dans des lycées autour de mes romans et notamment au lycée ORT ou Hort, je ne sais pas comment on dit, à Colomiers, qui est un lycée privé juif. Enfin bon, il y a pas besoin d'être juif, on peut être. Mais c'est un lycée privé. Et là, il y a une prof d'hébreu qui avait servi d'interprète pour Dorit Rabinian quand elle est venue ici au Marathon des mots. Et je discutais avec elle de mon projet. J'étais en cours de réflexion sur mon projet de Le tableau du peintre juif. Et elle me dit, si tu as besoin d'un contact en Israël, moi j'en ai, Dorit Rabinian, ça peut t'aider. Bon, j'ai retenu l'idée, et quand j'y suis allé, je lui ai dit, file-moi ce contact, et j'ai écrit en WhatsApp à Dorit Rabinian en lui disant, salut, je suis toulousain, je suis un copain de... Et elle m'a dit, viens. Et j'ai débarqué et c'était la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé sur place. Le soir même, elle m'a invité au resto et elle m'a dit raconte-moi ton histoire. Et à partir de là, elle m'a dit c'est une super histoire, j'adore. Et d'ailleurs, je voyais ses yeux qui brillaient comme ça. Et c'est une romancière, hein, donc je lui ai dit fais gaffe, tu me piques pas mon histoire. Et elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit attention Benoît, raconter une histoire à une romancière, c'est comme embrasser un pickpocket. Et je lui ai dit non, ne déconne pas. Elle m'a dit non, je te la laisse, mais et non. Par contre, plus sérieusement, elle m'a dit qui veux-tu rencontrer? Et je lui ai dit j'ai besoin de rencontrer des flics, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de Yad Vashem, notamment au comité des justes. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui s'occupe d'art volé juif, etc., etc. Et c'est un petit pays, hein, c'est 6 millions d'habitants, Israël. Le milieu intellectuel ou du droit ou de la police est très petit aussi. Dorit Rabinian est très connue et en 2 heures, elle m'a donné plein d'adresses et j'ai passé uniquement 5 jours en Israël, enfin à Tel Aviv et Jérusalem, 5 jours et 5 nuits, à dormir 2-3 heures par nuit, littéralement, parce que j'ai pu rencontrer tous les gens que je voulais. Et tous ces gens-là, les premiers que j'ai rencontrés après Dorit, ça a été un général-major, vous imaginez? C'est ça que j'en viens là, parce qu'il y a eu une facilité pour accéder à des informations. J'ai été reçu donc par ce général-major, qui a 30 000 hommes sous ses ordres, flic, quoi. C'est un super flic, l'équivalent d'un préfet, mais même plus, parce que 30 000 hommes, c'est énorme. Hein. Et lui, il me dit, t'es un copain de Dorit, tu vas à tel endroit, tel resto, tu dis que tu viens de ma part, j'arrive. Et tu payes rien, c'est pour moi. Hein. Et j'arrive, et lui, il arrive avec une générale, brigadier, qui, elle, s'occupe de la PJ de Jérusalem. Et là, ils me disent, vas-y, raconte-nous ton histoire. Et je raconte l'histoire.
un tableau, j'hérite. Ils adorent, ils commencent à réfléchir avec moi. Ils pourraient faire ci, le personnage, il pourrait aller là, ça. Au bout d'un moment, je leur disais, mais calmez-vous, c'est moi qui vais l'écrire. Quoi. Je suis sûr que ton bouquin est en train de cartonner là-bas, mais avec dingue. une autre signature. Mais ils étaient excités par l'idée et réfléchissaient avec moi et ça a été comme ça pendant 6 jours, 5 jours. Et ça m'a montré il n'y a pas cette fluidité pour rencontrer un directeur de Yad Vashem. Je pense que c'est plus compliqué de rencontrer l'équivalent d'un préfet ou d'un directeur général de la police en France. En Espagne, idem. J'ai été reçu à Avila, dans les archives militaires, et là, dès que j'ai dit je suis auteur français, je travaille sur la question, tout de suite, ils m'ont ouvert leurs archives, ils m'ont reçu en VIP, ils m'ont fait visiter, etc. Les archives générales de l'administration, à Alcalá de Henares, c'est pareil. Il y a 64 personnes qui travaillent dans cette archive. Ça centralise toutes les archives de tous les ministères. C'est quelqu'un qui est bras droit du ministre de je ne sais pas quoi et qui me reçoit du jour au lendemain en me disant « Viens demain à 10h, parce qu'ils se tutoient là, tous là-bas, et viens. Normalement, il y a 1 mois de délai d'attente pour entrer. Et là, je viens le lendemain, elle me reçoit, elle me fait visiter les archives générales de l'administration. Les archives militaires, etc., ça parle du franquisme, ça parle des camps, enfin, c'est chaud, quoi, quand même. Et là, ils m'ouvrent tout. Et c'est pas que pour tes beaux yeux. Penses-tu qu'ils ont... Enfin, ils sont très magnifiques, Oui. Mais c'est aussi parce que peut-être ils ont envie... Il est pour eux essentiel que cette histoire soit racontée. Eh ben, je suppose. Et puis, il y a aussi, alors, la directrice des archives générales de l'administration, je lui ai posé la question, telle quelle, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça pour moi ? Et elle m'a dit, écoute, je lis tellement de conneries sous la plume de chercheurs en histoire, qui soi-disant sont passés dans mes archives pour dégoter, soi-disant des documents qui n'existent pas, que quand j'entends parce qu'en fait, elle m'a entendu au téléphone avec sa secrétaire, quand j'entends un auteur français de romans policiers, elle m'a dit, le prends pas mal, mais quand même, toi, c'est pas le sérieux un travail universitaire. Je suis pas d'accord avec elle, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'elle le voit. Elle me dit, donc quelque chose qui peut s'affranchir de la réalité des faits, qui peut aller sur la fiction, etc. Ce gars-là, ce petit Français, débarque et dit, moi, je veux visiter vos archives parce que j'ai un souci de véracité, j'ai un souci d'authenticité. Elle me dit, je peux pas l'envoyer bouler, je ne peux que l'accueillir. Et je crois que c'est ça. Partout où je suis passé, je suis tombé sur des gens qui réagissaient un petit peu comme ça. Tu veux parler de nous, tu fais attention, tu veux nous rencontrer pour pas parler de nous en des termes autres que nuancés, ben on va t'aider, quoi. Et j'ai trouvé ça très fluide et très facile. Encore une fois, je ne sais pas si en France ce serait aussi facile. Tu me disais en être revenu éreinté, puis épuisé, physiquement, mentalement. Alors, les deux, Israël, c'est quand même une claque dans la figure. D'abord parce qu'on rencontre le berceau de pas mal de nos civilisations, monothéisme, etc. On véhicule aussi tout un tas de fantasmes et surtout, je suis revenu épuisé parce que Israël, c'est bouillonnant. Hein. Il y a une espèce d'énergie tellurique là, qui est là. On le sent, quoi. Puis certainement parce que je projette des trucs. Évidemment, il y a mes projections. Mais quand même, Tel Aviv, c'est un mélange de Marrakech et New York. Littéralement. Il y a les deux. Eh ben, New York, c'est fatigant. Si vous y êtes allé, vous restez 3 jours à New York, vous ressortez mort. Marrakech, c'est épuisant pour d'autres raisons. Et vous mélangez les deux. Et c'est épuisant. Et en même temps, c'est enrichissant, évidemment. J'ai adoré. Et je suis revenu... En me disant que je ne comprendrai jamais rien au problème israélo-palestinien, par exemple. Je n'aborde pas cette question-là dans mon roman, hein, je vous rassure, je ne suis pas allé sur ce terrain-là, mais on essaye d'y aller en se disant, voyons, je vais essayer de comprendre, enfin, rien du tout. Enfin, voilà, je suis revenu beaucoup plus modeste par rapport à ma compréhension de cette région-là, quoi. Tu parlais de la réaction de la dame, vous êtes auteur de polar. Justement, le polar... que représente le polar pour toi ? Tu t'es fait connaître grâce au polar. Pour toi, il était évident que ce texte allait être un polar. Tu allais mettre des éléments marqueurs, enfin les marqueurs essentiels du polar, la tension. Non, c'était pas évident pour moi. Et je me suis pas dit, je vais mettre des marqueurs du polar. J'écris comme ça, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, oui, c'est ça. non, mais vraiment, c'est ma façon de. Enfin, je sais pas, c'est mon mode opératoire en tant qu'écrivain. Et ça vrille au noir. Il y a nécessairement des problématiques sociétales que je vais aborder. Il y a nécessairement du réalisme social et psychologique. Et puis, il y a nécessairement ces espèces de petits réflexes d'écrivain de polar
qui sont des leviers dramaturgiques policiers. Mais c'est ma culture, c'est ma famille. Bon, voilà, j'écris comme ça. Mais je me dis pas, j'écris du polar. Pour moi, vraiment, je me dis pas ça. Et je suis content qu'on dise t'écris du polar. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Justement, est-ce que tu as une espèce de bâton de pèlerin je vais traiter des sujets importants avec mon ressenti et mon talent d'auteur de polar pour traiter des thèmes, surtout pas bâton de pèlerin, surtout pas, non. Vraiment, je me reconnais pas là-dedans et même si j'avais cette tendance-là, je la réprimerais. Quoi. Le polar a eu maintenant, c'est passé depuis Malais, depuis Léo Mallet, depuis plein de manchettes. On sait que le polar est un indicateur social, historique, politique de grande valeur. Mais on a ramé. Et la réaction de la dame montre que le polar est encore un peu l'enfant pauvre de la littérature. J'ai pas de problème avec ça, moi, parce que je suis arrivé peut-être à un moment où il fallait, mais aussi parce que moi, je sais ce que je fais. Donc, je me pose pas la question de savoir comment c'est perçu. Je délivre ce que j'ai à écrire, ça vient de moi, ça vient du plus profond de moi. C'est forcément authentique, c'est forcément légitime. Je me sens légitime, moi, dans mon... Et je me fous de savoir si on dit que je suis auteur de romans policiers avec une connotation mineure là-dedans. J'ai pas de complexe par rapport à ça, parce que je vois d'abord que les limites du polar, enfin pas les limites, mais le périmètre polar ou roman noir est tellement flou aujourd'hui que je lisais, on en parlait tout à l'heure, oui. je viens de lire un Marguerite Duras que j'ai découvert. J'avais jamais entendu parler de ce titre. C'est 10h30 du soir en été. C'est un Marguerite Duras. J'avais jamais lu ça. Pourtant, j'en ai lu quelques-uns. Mais là, je découvre ça et c'est un polar. C'est un polar. Il y a un tueur dans une ville, mais c'est du Marguerite Duras. Voilà, elle fait ce qui est elle. Mais c'est un formidable polar avec une ambiance noire aussi, un couple qui se délite, qui se reforme autrement, des ambiguïtés entre les gens. C'est formidable. Mais est-ce qu'on n'a jamais dit à Marguerite Duras, en fait, c'est qu'un polar? Je pense pas, quoi. Et donc, j'ai pas de problème avec ça. Moi, tu n'as pas en avoir. Mais par contre, j'ai pas non plus de mission. Comme je le disais tout à l'heure, j'écris avec soit un coup de colère, et il faut que j'écrive là-dessus, soit un coup de grande tristesse ou affection, et je vais essayer de me consoler en exploitant cette veine-là, quoi. Et je me mets dans cet état de mélancolie qui est propice à mon écriture, mais il n'y a pas de mission, alors surtout pas. Ouais. D'accord. En tout cas, moi j'aime un bouquin quand il me fait réfléchir ou quand il me divertit. Là, j'ai eu les deux. J'étais tenu en haleine, j'étais captivé comme je le disais, du début à la fin. Et merci pour ce roman, quoi. Merci pour ce moment de lecture. Je me suis régalé, vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, je ne veux pas accaparer la parole. Je suis sûr que vous avez accaparer surtout Benoît. Je suis sûr que vous avez peut-être des questions à lui poser. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je vous passe sinon le flambeau, en tout cas le micro. Je ne connaissais pas ce peintre. Je l'ai découvert avec beaucoup de plaisir et je suis étonnée d'en entendre parler ce soir. Alors que je l'avais jusque-là jamais... Ouais. Vous aviez prêté votre tableau ? Non, mon tableau n'a pas été prêté, mais il y avait un tableau qui ressemblait beaucoup au mien, parmi les aquarelles notamment, et j'ai adoré cette expo. Elle était magnifique et je crois que c'est... Alors je vais parler sous le contrôle de sa petite fille, parce que la petite fille de Villa Eisenschitz est parmi nous. Oui, alors est-ce que je donne le nom de scène ou Estelle du parc d'Evolvé est ici. Elle est peintre elle-même et je crois qu'elle était... tu étais commissaire ou en tout cas tu as participé à l'élaboration de la... prêtée des toiles. Le lieu était magnifique. Ça, c'est le musée que j'ai découvert, le musée de Cocagne à Lavore, et l'expo était très très belle, notamment ceci. Enfin, je vais laisser Estelle parler. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir toute la palette de ce peintre, sans jeu de mots. Hein. Il y avait une variété de styles, de genres, je sais pas comment on dit, ou de mouvements, et j'ai beaucoup aimé, notamment son autoportrait. Non, mais enfin, quelques mots, parce que c'est quand même, ça fait partie de l'histoire de ce roman. Vous vous rendez compte, pour moi, ça voulait dire beaucoup,
parodié. Ouais. Mais j'ai rencontré Estelle, qui est donc la petite fille de Willy Agencis, qui elle-même ne savait pas que son père ou ses parents, je crois que c'était que son grand-père, pardon, je crois que c'était uniquement le grand-père. Hein, là, je regarde mes parents. Ouais, il y a que Willy Agencis qui a été caché. Donc dans l'histoire, c'est un couple, mais dans la vraie vie, ça a été Willy Agencis. Mais Estelle ignorait ce passage-là par les Cévennes chez des gens qui s'appelaient Pelé, Génoyac, mais donc je le lui ai appris, mais j'en savais pas grand-chose non plus. Et à 75 ans d'écart, le petit-fils et la petite-fille des personnes concernées se rencontraient. Pour moi, ça a été un moment, c'était chez Arnaud et Estelle, Arnaud qui est ici également son mari ce soir, et pour moi, c'était une espèce de... C'est là que la littérature, pour moi, prend sens. C'est quand les bouquins nous réunissent comme ça. Le bouquin était même pas en cours d'écriture. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais en cours de documentation, je construisais tout ça. Mais je sentais que j'étais sur une piste qui me dépassait et qui était... alors, je vais pas mettre de mystique là-dedans, hein, mais qui était plus grand que moi. Quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui allait faire sens et qui allait réunir, fermer une boucle. Et je savais qu'évidemment, il fallait que j'aille au bout de ce projet littéraire. De toute façon, je n'avais pas du tout l'intention de le lâcher, mais j'étais porté par ça. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'histoire. Je rendais hommage à mon grand-père et ma grand-mère, évidemment, en faisant ça, mais également aux grands-parents d'Estelle. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Bon, après, Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça nous porte ce genre de choses aussi, de dimensions qui nous dépassent. Ouais. On s'est connus, non, je sais pas. On s'est rencontrés à ce moment-là, c'est-à-dire que Benoît m'a écrit par mail, et m'a demandé si on pouvait se rencontrer en me disant en quelques mots ce qui se passait pourquoi il voulait qu'on se rencontre. Et on s'est rencontrés comme ça à la maison, mais je n'avais jamais entendu dire que mon grand-père avait été caché dans les Cévennes. Autant ils ont passé une grande partie de la guerre à Dieulefit, autant je ne connaissais pas cet épisode des Cévennes et je ne sais pas... Oui, mais est-ce que c'était au début de la guerre? Je me souviens plus... C'était vous savez là. Oui, non, dans le livre c'est hiver 43-44, mais dans la réalité, je sais pas, ouais. 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 Enfin voilà, c'était émouvant Mais Estelle a accueilli le projet. Moi, j'avais peur, hein, parce que je me disais, je suis en train d'écrire une fiction qui concerne son grand-père, et puis je fais la démarche d'écrire. Je force les portes un petit peu comme je fais habituellement. Je crois que c'est simplement sur Wikipédia. Hein, que j'ai vu qu'il avait une fille qui était elle-même peintre et puis qui elle-même avait une fille qui était peintre et j'ai déroulé et j'ai recherché Google, machin, et hop, je suis tombé sur Estelle Evolvé. Il se trouve qu'on n'était pas très très loin l'un de l'autre et j'ai envoyé un mail et puis voilà, mais je savais pas trop comment ça allait être reçu. Tu vois, j'imagine quelqu'un qui dit ouais, voilà, j'ai un tableau de votre grand-père, hein, je l'ai caché. Je me suis dit peut-être qu'elle va penser que je vais réclamer un autre tableau, enfin j'en sais rien. Mais bon, elle a accueilli avec beaucoup de sympathie et de bienveillance ce projet, et ça aussi ça m'a aidé. Ouais. J'ai jamais cessé de penser à ça pendant que j'écrivais. Ouais. C'est-à-dire que pendant que Tu es le fils faisait un carton dans les librairies et que tu étais invité à la grande librairie, tu étais déjà en train d'écrire ce livre. Oui. En tout cas, là, dans les recherches. Ah oui, non, j'étais en plein là. Ouais. Oui. J'étais en plein. Je crois. J'étais déjà allé en Israël. Là. D'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et tu es déjà sur un nouveau. Oui, bien sûr. Mais là, j'en dirai rien. Ouais. Mais non, ce que je peux annoncer, c'est que c'est en littérature ado, parce que j'écris aussi pour des romans noirs pour ados. En janvier sortira Les Sœurs Lakota. Les Lakota, les Oglala Lakota, ce sont ce que nous on appelle les Sioux aux États-Unis, à tort, parce que ce ne sont pas des Sioux, mais enfin bon, ce sont des Oglala Lakota de la réserve de Pine Ridge. Et c'est un road trip, littéralement un road trip de 3 sœurs qui prennent une voiture et foutent le camp de Pine Ridge pour partir en Californie. Et puis des tas d'aventures qui vont arriver. Super roman.
Est-il facile de faire la promo d'un livre lorsqu'on est déjà sur le suivant? Oui, parce que ce sont 2 exercices différents. Et non, je suis très très heureux de porter le tableau du peintre juif. Là, il vient de sortir. Et pour moi, c'est ça m'empêche pas de rentrer chez moi et d'écrire le suivant, celui sur lequel je suis en train de travailler. Ouais. D'accord. Benoît se met à votre disposition pour signer des Avec plaisir. autographes, si vous le souhaitez. Merci à tous. Je crois qu'on peut applaudir Benoît. Merci beaucoup. Merci. Et, Il s'agissait de Benoît Sévrac, auteur de l'ouvrage « Le tableau du peintre juif » paru chez la Manufacture des Livres, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 1er octobre 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.